Assalamu alaikum. On va commencer des séances de TP en ligne. Et avant tout, j'espère que vous êtes bien confinés dans vos maisons. Warakuga labas. Ok, donc on va commencer le nouveau chapitre dans le deuxième semestre et qui concerne les enregistrements. Donc, tout d'abord, avant de commencer, on va voir pourquoi on a créé des enregistrements. Donc, pourquoi on a créé des enregistrements? Supposons qu'on veut gérer un ensemble d'étudiants, gérer les matricules, les noms et les notes d'un ensemble d'étudiants. La méthode classique, c'est de créer trois tableaux du moment que le matricule il est d'un type donné, le nom il est de type chaîne et les notes sont de type réel. Donc je dois créer à l'occasion trois tableaux. Le premier qui va contenir les matricules de type entier, le deuxième qui va contenir les noms de type chaîne et le troisième tableau qui va contenir les nombres réels et qui sont les notes des étudiants. Donc, vous voyez que j'aurai beaucoup du mal à gérer ces trois structures en même temps. Donc, les gens ont pensé, ils se sont dit, pourquoi ne pas créer une seule structure qui va contenir les trois types différents, ou bien les trois variables de type différents. Et c'est comme cela qu'on a créé le type enregistrement. Donc le type enregistrement, c'est une structure qui permet de regrouper ou bien d'englober ou bien d'encapsuler trois variables de type différent. OK? Donc là, on va créer l'enregistrement étudiant. Cet enregistrement-là, il aura trois champs. Chaque champ a un type différent de l'autre. Donc, c'est comme cela qu'on a créé l'enregistrement. La traduction de cet enregistrement dans... Je vais laisser ça comme ça. Donc, la traduction de cet enregistrement en langage de programmation, en dev C++, se traduit par l'instruction type def. Type def, c'est-à-dire type definition. C'est-à-dire je vais définir désormais un nouveau type et je vais le placer dans le système ou bien le rajouter ou bien enrichir mon système par ce type-là. Et ce type-là, c'est quoi? C'est une structure. Donc, c'est une structure. Je vais définir un type structure, un nouveau type structure, et je vais le rajouter à mon système ou bien au dev C++. Donc, en plus des types qu'on avait l'habitude de manipuler, le type entier chaîne réelle, là, je vais rajouter un nouveau type qui est de type structure. On va prendre un petit exemple. Supposons que je veux rajouter le type date. Le type date. Donc, je vais utiliser l'instruction, comme on a dit, type def struct, et je vais rajouter les trois champs relatifs à une date qui vont représenter le jour, le mois et l'année. Et je vais nommer ce type-là, plutôt, je vais nommer ce type-là date n. Donc, cette date n-là, elle va jouer le même rôle que le type entier ou bien le type caractère. Là, on a ce type-là, ce nouveau type qui est date n, qui est un nouveau type. Si je crée une variable d par exemple, d, cette variable-là, d, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura trois champs. Le premier champ, c'est le jour. Le deuxième champ, c'est le mois. Et le troisième champ, c'est l'année. Car cette variable-là, D,
elle est de type date n, et date n, lui, est une structure, qui contient à l'intérieur trois champs, jour, mois et année. Donc, il faut faire attention, toujours les types, vous les écrivez pour éviter d'avoir les confusions avec les autres types. Il faut les écrire en majuscules, ok? Pour éviter la confusion entre type et la variable, ok? Entre la variable et le type de cette variable. Donc, en résumé, c'est comme cela qu'on crée un enregistrement en langage C++. Il y a une autre méthode d'utiliser une structure à part et tout, mais je préfère cette méthode parce qu'elle est plus simple et elle est plus claire. C'est-à-dire là, on rajoute un type et je vais utiliser ce type-là dans le système. Euh, pour éclaircir encore plus cette histoire d'enregistrement, on va prendre un exercice, un petit exercice d'application, et on va voir, là, dans cet exercice, on va voir les différentes façons de manipuler un et plusieurs enregistrements, comment accéder au champ des enregistrements et comment parcourir un ensemble d'enregistrements et afficher et faire des tests et des affichages suivant les questions données. Donc, là, l'exercice est le suivant. Écrire un programme en langage C qui permet la saisie des informations de n étudiants, à savoir de points, matricule, nom, date de naissance et notes. Ok? Donc tout ça en pluriel. Les matricules, les noms, les dates de naissance et les notes des étudiants. Ensuite, extrait et affiche uniquement les matricules et noms des étudiants ayant une note supérieure à la note moyenne du groupe. Donc là, je vais faire la saisie d'un ensemble d'étudiants, des informations d'un ensemble d'étudiants. Ensuite, parcourir ces étudiants-là et afficher uniquement les étudiants qui ont une note supérieure à la note moyenne du groupe. Mais cette note-là, il faudrait tout d'abord la calculer. Il faudrait calculer cette note moyenne pour que je puisse parcourir une autre fois ma structure et afficher uniquement les étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne du groupe. On a vu un exercice pareil en utilisant uniquement les tableaux, mais là, on va utiliser bien sûr un tableau toujours, mais la structure à l'intérieur du tableau, elle est différente, car on ne va pas enregistrer uniquement les notes des étudiants, mais d'autres informations qui sont le matricule, le nom, la date de naissance et les notes des étudiants. Donc la structure nécessaire pour réaliser un exercice pareil est la suivante. Donc du moment qu'il y a un ensemble d'étudiants, donc je dois pour cela créer un tableau qui va me permettre de sauvegarder l'ensemble des informations relatives aux étudiants. Ces informations-là sont sous forme d'enregistrement. Le premier enregistrement permet de faire référence au matricule, nom, date de naissance et note d'un étudiant. Le deuxième enregistrement fait référence à la date de naissance, d'un étudiant. Vous voyez ici qu'il y a deux enregistrements imbriqués. Pourquoi? Car la date de naissance, elle, c'est un enregistrement et il faudrait l'intégrer à l'intérieur du grand enregistrement qui est l'enregistrement étudiant et qui sauvegarde les informations du matricule, nom, date de naissance et note. Donc pour cela, toujours quand on a des enregistrements imbriqués,
toujours, je commence par la déclaration de l'enregistrement le plus interne. OK? Le plus interne, pourquoi? Parce qu'une fois cet enregistrement-là est déclaré, je pourrai l'utiliser pour le mettre comme étant un type dans un champ de l'autre enregistrement le plus grand. OK? Donc, enregistrement père, si on peut dire enregistrement père et enregistrement fils, toujours l'enregistrement fils qui doit être déclaré pour que je puisse faire référence dans l'enregistrement père à ce type-là, le type du fils. Donc, l'enregistrement date de naissance a un type qui est date N, qu'on avait tout à l'heure, et l'enregistrement père, l'enregistrement matricule, j'ai créé cet enregistrement et j'ai nommé le type étudiant comme étant un type qui va représenter cette structure étudiant qui contient 4 champs. Et attention ici, DDN, c'est le champ DDN, comme le champ nom, comme le champ matricule, comme le champ note. DDN, il est de type date N. Donc DDN, il est de type date N. Donc après avoir vu la déclaration de l'enregistrement date N, donc c'est bon, cet enregistrement-là, il est déjà créé. Donc je peux utiliser ce type-là date N pour créer un nouveau type, qui est le type étudiant. Donc, ce type-là étudiant, il est composé, qu'on a vu ici, il est composé du matricule, du nom et de DDN, le champ DDN, et le champ note. Ces champs-là sont respectivement des types suivants, entier pour matricule, char pour nom, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et date N pour DDN. Donc date N, le type date N pour DDN. Et enfin le type float pour la note. Donc ces 4 champs-là sont encapsulés à l'intérieur d'une structure et qui ont un type appelé étude. Donc là, j'ai rajouté le type étudiant, à travers l'utilisation de la variable étude. Je l'ai rajouté au système. Donc, désormais, je peux utiliser des variables pour instancier ou bien créer ce type-là. À partir de ce type-là, créer une variable E. Là, la variable E, c'est quoi? C'est une variable qui va contenir plusieurs champs. Le premier, c'est un champ entier de type matricule, qui s'appelle matricule. Le deuxième, c'est un champ chaîne de caractères qui s'appelle nom. Le troisième, lui, c'est quoi? C'est un enregistrement qui contient 3 champs, jour, mois, année. Le quatrième, c'est un champ appelé note qui est de type float. Et je répète toujours ici, il ne faut pas confondre date N qui est le type et DDN qui est la variable ou bien le champ, le nom du champ. OK? Donc là, du moment que l'exercice parle d'un groupe d'étudiants, donc là, je dois créer un tableau à l'occasion pour enregistrer les informations du groupe d'étudiants. OK? J'ai créé ici un tableau T de 10 éléments. Donc la structure de ce tableau aura cette forme-là, c'est-à-dire un tableau de 10 cases et chaque case pointe sur un enregistrement dont la troisième case pointe sur un autre enregistrement. Donc c'est ça la structure qu'on va utiliser pour réaliser notre travail. Donc pour cela, je dois tout d'abord déclarer les variables nécessaires pour
pour calculer déjà la moyenne des étudiants, le nombre d'étudiants. I, c'est une variable, c'est un compteur. S, c'est pour calculer la somme, ensuite la diviser sur le nombre d'étudiants pour avoir la moyenne. S et moi sont de type float, N de type entier, également I de type entier. Donc là, pour la saisie ou bien la lecture des informations relatives aux N étudiants, il suffit d'utiliser une boucle pour. Donc, pour I allant de 0, I inférieur à N, I plus plus, pour calculer les informations relatives aux étudiants. Donc là, on va commencer par un printf, donner les informations relatives à l'étudiant I. OK? Donc là, du moment que I commence par 0, donc on va dire I plus 1. OK? Ensuite, la lecture de toutes les informations qui sont à l'intérieur de notre structure. Donc, je dois lire le matricule, le nom, la date de naissance qui est représentée par jour, mois et année, et à la fin, lire la note d'un étudiant. Donc tout ça, je vais répéter tout ça n fois autant d'étudiants qu'il y a. J'ai pris ici n est égal à 5, donc on va prendre l'exemple pour 5 étudiants. Et bien sûr, ces champs-là sont représentés comme ceci. Quand vous avez appris, pour accéder à un champ, il suffit d'écrire le nom de la variable, point, le nom du champ. Donc E, c'est la variable utilisée ici pour la lecture, point mat, pour accéder au champ matricule. Donc je vais mettre une variable entière ou une valeur entière dans le champ matricule, dans l'adresse du champ matricule. Ensuite, une valeur chaîne de caractères, une valeur chaîne de caractères dans le champ nom. Maintenant, ce n'est pas la peine de mettre l'adresse, car le nom lui-même, c'est une adresse qui pointe sur le début de la chaîne de caractères. Ensuite, une troisième valeur entière qui va représenter le ddn.jour. ddn.jour. Là, ddn, c'est un pointeur, donc je ne peux pas lire l'information dans ddn, je dois pointer sur le jour. Également dd1.mois et dd1.année. Et à la fin, je dois revenir et dire e.note car je suis dans le type étude. OK? Donc e.note pour lire ici une dernière information relative à un étudiant. Une fois E est rempli, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ou bien sauvegarder cet enregistrement à la position I dans le tableau. Bien sûr, T qui est de type étude. On va voir tout à l'heure la démonstration, comment remplir ce champ-là et le mettre dans le tableau T. OK? On va voir l'exécution pas à pas du programme pour qu'on puisse voir toutes les étapes nécessaires pour remplir le tableau T par les informations des étudiants. Pour le calcul de la moyenne, on peut profiter du moment qu'on est dans la boucle et je calcule la moyenne, c'est-à-dire cumuler les notes des étudiants dans la variable S. Donc à chaque fois, je dois mettre S égale S plus E.note. Pardon. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'initialiser le S tout à fait au début. À la sortie de notre boucle, dans S, j'aurai l'ensemble des notes des étudiants, toutes les notes cumulées. Il suffit de les diviser sur N pour avoir la moyenne. Il ne faut pas oublier de convertir la valeur en sortie, en float, sinon vous aurez une division entière, car un des éléments ici est entier, qui est le N ici. Le N, il est de type entier, contrairement à S, qui est de type float. OK? On a déjà vu des trucs pareils en S1.
Maintenant, pour parcourir le tableau, mon tableau, il suffit de refaire la même boucle pour cette boucle qui sert à remplir le tableau, ensuite le parcours du tableau, et à chaque fois, je vais vérifier est-ce que T de I.note, est-ce que la note d'un étudiant donné, donc ce champ-là, est-ce que la note d'un étudiant donné est supérieure à la moyenne, oui ou non? À la moyenne qu'on a déjà calculée, qui est la moyenne de tout le groupe. OK? Donc, une fois je l'aurai calculé ici, je pourrai l'utiliser et parcourir l'ensemble des étudiants et à chaque fois je vérifie uniquement la note. Est-ce qu'elle est supérieure à la moyenne? Si elle est supérieure à la moyenne, dans ce cas, j'affiche le matricule et le nom. Donc si la note elle est supérieure à la moyenne, alors j'affiche le matricule de l'étudiant et le nom de l'étudiant. Ici le matricule de type entier et le nom qui est de type chat. Donc T2i pour accéder au matricule, c'est T2i.mat. Et pour le nom, c'est T2i.nom. Donc j'affiche uniquement le matricule et nom comme c'est donné dans matricule et nom des étudiants, comme c'est donné dans l'énoncé. Donc, et comme cela, fini l'exercice. Donc, désolé, j'ai pas fait de faute, quoique il y avait quelques erreurs simples que j'ai corrigées. Donc, bien sûr, ça serait mieux d'avoir des erreurs pour vous, pour que vous puissiez voir ce type d'erreur. Mais bref, pour aller vite et ne pas avoir une vidéo très lente, donc j'ai donné la solution directement. Donc l'essentiel, c'est d'exécuter notre programme et de voir au fur et à mesure le changement des variables, la sauvegarde des variables dans les structures, le parcours des structures, la vérification et l'affichage. C'est ça la chose la plus importante. OK? Donc on va compiler notre programme. Donc, on va commencer par la compilation dans notre programme. C'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Et je lance l'exécution de mon programme. Je lance l'exécution de mon programme. On va prendre pour cela, parce que c'est un petit peu long, on va prendre 3 étudiants uniquement. OK? Et on va lancer notre programme. Donc ici, donner les informations de l'étudiant 1. Et on a vu ces informations-là sont dans l'ordre. Ils sont dans l'ordre. Donc on va les taper dans l'ordre. Donc ici, je dois donner tout d'abord le matricule. Je vais prendre un matricule 1, 2, 3, matricule simple. Ensuite, je donne le nom du premier étudiant, AAA. La date de naissance, on va prendre 12/12/2012. La date de naissance. Et on va, c'est pas vraiment important la date de naissance, on va donner la note de l'étudiant, par exemple 12,5. OK? Donner les informations de l'étudiant 2. Là, on va donner le matricule 456. L'étudiant, c'est BBB. Et la date de naissance, toujours 12/12/2012. C'est pas vraiment important pour la date de naissance. Ce qui nous importe, c'est surtout la note du deuxième étudiant. On va donner par exemple 8 au deuxième étudiant. Le troisième étudiant, on va lui donner le matricule 789, le nom CCC et la date de naissance, toujours la même date de naissance. Et la note, on va lui donner cette fois-ci 13,5. OK? Donc le premier étudiant, c'est 12,5. Ensuite 8, ensuite 13,5. Donc là, on va voir le quatrième étudiant. On va voir pourquoi il nous demande le quatrième étudiant apparemment.
Le n, apparemment, quand j'ai modifié, j'ai pas compilé. OK? Quand on touche au programme et on exécute, j'aurai toujours l'ancien, le dernier exécutable avant modification. C'est pas grave, on va passer au quatrième étudiant. Donc, 7, 8, 9, donc 0, 1, 2, c'est le matricule du quatrième étudiant, c'est donc DDD. La date de naissance, toujours, elle est pareille. La note de cet étudiant, elle est 10. Le cinquième étudiant, donc 2, 3 et 4, peu importe, l'essentiel, les matricules sont différentes. On était à D, donc D, E, E, E. Le cinquième étudiant, la date de naissance, toujours pareil. Et cet étudiant, on va lui donner 6. Donc là, les étudiants qui ont eu une note supérieure à la moyenne du groupe, donc là, je n'ai pas affiché la moyenne du groupe, vous pouvez afficher la moyenne du groupe, ok? Et donc là, je reviens. On va voir la moyenne du groupe. Bon, c'est à vous de la calculer. C'est pas grave, tout à l'heure, on va voir à l'exécution par la moyenne au fur et à mesure. Ici, on a affiché l'étudiant AAA qui a une note, 12,5 et l'étudiant CCC qui a une note 13,5. Donc les deux meilleures notes, 12,5 et 13,5, je pense, c'est les deux notes qui sont supérieures à la moyenne du groupe. OK? La moyenne du groupe. Donc comme cela on aura vu un exercice sur les enregistrements pour pousser un petit peu les limites et appréhender mieux l'histoire des champs et des valeurs relatives aux enregistrements. Je vous propose de passer à l'exécution pas à pas et de voir au fur et à mesure les valeurs dans les variables. Donc ici, je vais sélectionner un point d'arrêt ici dans la boucle et ce point d'arrêt-là permet de faire l'exécution jusqu'à cette position-là. Ensuite, on va passer pas à pas et voir les valeurs des variables, notamment, par exemple, tout à l'heure, la moyenne. Et on va voir la moyenne au fur et à mesure du groupe. OK? Donc, on va compiler, il ne faut pas oublier de compiler. Et on va ici lancer l'exécution pas à pas. Hop, ça s'est arrêté. À la première ligne du programme, la boucle pour. Donc là, déjà, cette ligne-là permet d'entamer la boucle, la grande boucle. OK? Donc là, on n'est pas encore arrivé à donner les informations relatives aux étudiants. OK? Donc là, on va avancer et voir au fur et à mesure. Attendez, je prépare les fenêtres là. Donc là, je reviens à ma fenêtre, j'avance au fur et à mesure. Et là, euh, déjà, on voit ici la variable moi. La variable moi qui est déclarée de type float, elle a une valeur, comme on a l'habitude de voir, une valeur aléatoire en mémoire. OK? Du moment que c'est un type float, la variable moi, elle a une valeur aléatoire en mémoire. Par exemple, on va voir la valeur de la variable n, qui est
Donc, bouton droit, ajouter. Donc, la variable n ici, qui est une variable entière, elle devrait prendre n'importe quelle valeur aléatoire en mémoire, mais comme elle est initialisée à la valeur 3, donc elle a pris la valeur 3. Contrairement ici, non, ici la variable i, elle a la valeur 0, car on est passé par la boucle for. Dans cette boucle-là, il y a une initialisation de la variable i. Donc, du moment qu'il y a une initialisation de la variable i, donc c'est pour ça que i a la valeur 0. Donc, il y a 4 variables. Donc, les variables qui sont initialisées ici, n égale à 3, s égale à 0, sont initialisées. Même s, on va prendre s. La même chose, on peut la voir ici. S est égal à 0. Et les variables qui ne sont pas initialisées comme moi, elle a pris une valeur aléatoire en mémoire. OK? Une valeur réelle aléatoire en mémoire. Donc, allons-y, on va voir la variable E ici, qui est de type enregistrement. Elle est là. La variable E, qui est de type étudiant, qui est de type étudiant, elle contient combien de champs? 1, 2, 3 et 4 champs. Donc ici, la variable E, elle contient premier champ, matricule, le deuxième champ, nom, de type chaîne de caractères. On voit ici les guillemets. Et le troisième champ, DDN, qui est de type enregistrement. On peut explorer ici le DDN pour voir que lui-même c'est un autre enregistrement composé de jours, mois et années de type entier du moment qu'ils sont initialisés à 0. Donc le champ DDN c'est un champ composé de 3 champs jour, mois, année de type date année. OK? Et le dernier champ c'est float. Le dernier champ, c'est le type float qui est la note relative à un étudiant. OK? Donc, on voit ici la variable E, elle apparaît telle qu'elle est structurée dans notre programme. Donc, E, elle est de type étude. Et étude là, c'est le nom de la structure définie comme un nouveau type. Et E là, elle est composée de 4 champs. Donc on voit ici E composé de 4 champs. Sauf que le troisième champ fait référence à un autre type, date N, qui lui composé de 3 champs. DDN composé de 3 champs. OK? Donc on va passer au tableau T qui lui, c'est un tableau de 10 cases de type étude. C'est-à-dire chaque case, je m'attends à voir dans chaque case le type, ce type-là, étude. Donc, allons-y voir le tableau T. Donc, voilà le tableau T. Qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur? Normalement, 10 cases. Donc, 10 cases. Voilà la première case qui contient, elle est de type étude, qui contient 4 champs, matricule, nom, date de naissance, DDN, et note. Donc, matricule, nom, DDN et note. Et toujours, bien sûr, il ne faut pas oublier que DDN, elle est composée de 3 autres champs, jour, mois, année, que représente la date. Et on voit ici, quand je déclare toujours des valeurs, des variables de type entier, sans initialisation, ils prennent des valeurs aléatoires en mémoire. On peut avoir le 0, comme ici,
comme on peut avoir des valeurs, des entiers aléatoires en mémoire, on les voit ici. Donc on a dit le tableau T, il est composé, lui, de 10 enregistrements de type étude. Donc voilà le premier enregistrement de type étude, voilà le deuxième, voilà le troisième, voilà le quatrième, voilà le cinquième, voilà le sixième, septième, huitième, pardon, huitième, 8, 9 et 10 et c'est bon. C'est bon, on ne peut pas explorer. Donc, 10 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ce sont les 10 enregistrements qui représentent notre tableau T. On va le laisser comme ça. On va développer juste les deux premiers éléments. Donc, on va voir au fur et à mesure notre exécution en ayant sous nos yeux l'ensemble des variables. Et cela va nous permettre de suivre ces variables-là, étape par étape. Donc là, après avoir demandé à l'utilisateur de donner les informations d'un étudiant, donc là, on va lire les informations relatives aux étudiants. Donc là, le premier étudiant, comme on a dit, 123, c'est l'étudiant AAA. OK? AAA. Après le nom, il y a la date de naissance. Donc, c'est pas grave, 202. Ensuite, après la date de naissance, il y a la note de l'étudiant. On a dit 12,5. OK? Donc, on voit sur place, quand on est passé de cette instruction-là, l'instruction SCALF, qui permet de lire des informations et les ranger dans l'enregistrement E, on voit que l'enregistrement E ici, il a pris les valeurs qui sont saisies ici. Donc 123, le nom, on le voit ici. AAA, c'est le nom de l'étudiant. Ensuite, la date de naissance, on la développe ici. Le 12-12-202, 12-12-202. Et la note, c'est 12,5. On voit que la note, elle est sauvegardée dans l'enregistrement E. Donc c'est ça, notre enregistrement E, il a bel et bien les informations qu'on a données dans l'écran de Sisi. Ensuite, on passe à cette étape-là, qui est de sauvegarder l'enregistrement E à la position I dans le tableau T. I est égal à 0. Donc, on est censé sauvegarder dans la position 0 du tableau les informations de E. Donc, hop, là, j'ai fait la sauvegarde du premier enregistrement à la position 0, c'est-à-dire la première position du tableau T. On essaie de voir les autres. Toujours, c'est des valeurs aléatoires. Je n'ai pas encore fait la saisie du deuxième étudiant et les autres. OK? Donc, on voit uniquement la première case qui est remplie du tableau. On passe au cumul des notes. Ici, S est égal à 0. Là, je vais cumuler la première note, c'est-à-dire 12,5. OK? Le I va être incrémenté. Et je vais revenir ici. Le I est égal à 1. Et je vais revenir pour lire les informations relatives au deuxième étudiant d'une manière similaire. Le deuxième étudiant
4, 5, 6, BBB, 13,5, je pense, et 12, 12, 2012. Attendez. Attendez, je pense qu'il est bloqué ici. Enfin, c'est pas grave. Donc là, on va modifier le point d'arrêt. On va arrêter cette exécution. Donc, arrêter l'exécution, c'est bon. On va modifier le point d'arrêt. On va aller directement et s'arrêter ici à la moyenne. OK? Donc, on va relancer l'exécution pas à pas. Et cette fois-ci, on va, au fur et à mesure, donner les informations relatives aux étudiants à la fois. Donc, nom, date de naissance. Ensuite, la moyenne, 12,5. Le deuxième étudiant, 4, 5, 6. BBB, 12. Oui. Et la moyenne, on va dire 8. La note plutôt. Le troisième étudiant, CCC. La date de naissance, ensuite, 13,5. OK. Et vous pouvez voir au fur et à mesure comme on est en train. Ah là, oui. Là, parce que on a utilisé uniquement n égale à 3, c'est-à-dire 3 étudiants. OK? Quoique notre T contient 10 cases, mais j'ai fait la saisie uniquement de 3 étudiants. On voit ici, premier étudiant, 1, 2, 3, qui s'appelle AAA, qui a une note 12,5. Le deuxième, 4, 5, 6, qui s'appelle BBB, qui a une note 8. Le troisième, 7, 8, 9, qui s'appelle CCC, et qui a une note 13,5. Le quatrième, ça reste vide parce que c'est une déclaration d'une variable entière math et j'ai ici une valeur aléatoire en mémoire. La même chose pour le nom, la même chose pour les dates de naissance, c'est des valeurs aléatoires et la même chose pour les notes, c'est une valeur réelle, aléatoire, prise de la mémoire. OK? La même chose si vous voulez voir pour le reste. Donc, on laisse développer uniquement les trois cases, les trois premières cases du tableau. Et donc là, moi, le cumul S, c'est le cumul des trois notes, 13,5 plus 12,5 plus 8, et ça donne 34. I égale à 3. Le nombre N, c'est le nombre d'étudiants, c'est 3. Donc la moyenne ici, si la moyenne elle est égale à une valeur aléatoire en mémoire, si je passe cette étape, j'aurai une moyenne de 11,33. Et désormais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir l'ensemble des étudiants, c'est-à-dire parcourir mon tableau et extraire à chaque fois T de I.note et vérifier est-ce que c'est supérieur à la moyenne. Le I ici, il va être initialisé à partir de cette boucle, il va être remis à 0. Et je vais faire le test. Si T de I.note supérieur à moins. T de I.note, on peut le voir ici, du moment que I, il est égal à 0, donc T de I.note, c'est 12,5 parce que je suis dans le premier étudiant. Dans la première case, c'est-à-dire je suis le premier étudiant. Est-ce que 12,5 est supérieur à moins qui est la moyenne 11,33? Oui, donc je vais afficher, je vais voir apparaître ici les noms et les matricules et noms de l'étudiant. Hop, je l'ai eu ici, 123 AAA. Le I va être incrémenté à 1
Et la même chose, je vais vérifier t de i.note, c'est-à-dire t de 1.note. Et t de 1.note, d'après le tableau ici, 0, 12,5, 1, c'est 8. OK? Donc t de i.note, c'est 8. Est-ce que 8 supérieur à moi, qui est 11,33? Non, 8 n'est pas. Et malheureusement, cet étudiant-là, il ne va pas être affiché, donc je ne vais pas rentrer dans ce printf-là. Et je vais aller directement à for et incrémenter le i à 2. Alors t de 2.note, t de 2, hop, hop, t de 2.note, c'est 13,5. 0, 1 et 2, l'étudiant 2. T de 2.note, c'est 13,5. Est-ce que 13,5 supérieur à 11,5? Oui, super. Donc je vais rentrer dans le printf et je vais afficher ici, hop, l'étudiant qui a une note supérieure à la moyenne du groupe. Le i ici, il est égal à 3, donc je vais sortir, car il doit être inférieur à n qui est égal à 3. OK? Et donc j'aurai mon programme qui est exécuté en ayant uniquement les étudiants qui ont une note supérieure à la moyenne du groupe. Donc je pense que c'était un exercice explicite sur les enregistrements. Là, avec cet exercice, vous saurez comment manipuler les enregistrements ou bien faire des programmes relatifs aux enregistrements. Donc vous pouvez essayer avec l'exercice 1 et 6, je pense, de votre série. Vous essayez de les faire et me tenir au courant à travers les commentaires ou bien les emails. Allez, bon courage et à la prochaine.